Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, ce cambriolage au centre commercial Océanis du Robert. Très tôt ce matin, des individus sont entrés dans plusieurs boutiques du centre. Un larcin au maigre butin, mais qui mobilise les enquêteurs. Ils sont toujours activement recherchés ce soir. Des étourdissements, des nausées. Les sargasses font tourner les têtes au quartier Pontaléry au Robert. Le collège qui s'y trouve a dû suspendre ses cours pour éviter de nouveaux malaises à ses élèves et enseignants. Quand la sécheresse fait mourir de soif les animaux, au Carbet, un exploitant agricole a ainsi perdu son cheval hier. Voilà 4 jours qu'il n'est plus alimenté en eau et prendre soin de ses bêtes est devenu un vrai défi. Enfin, il s'inspire de nombreuses civilisations disparues et mène une réflexion sur ce qu'il appelle le marronisme moderne. René Louise débute demain 3 jours d'exposition et d'échanges autour de son livre, son court-métrage et ses œuvres. Et puis notre invité, vous le voyez ce soir, est le lieutenant-colonel Jean-Paul Levif, chargé de communication du SDIS, avec qui nous parlerons des feux de broussailles qui mobilisent les pompiers en ces temps de sécheresse. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite en bref avec le verdict de la Cour d'assises de Fort-de-France qui a condamné aujourd'hui un homme de 33 ans à 14 ans de réclusion criminelle. Le 9 mai 2013, sur la plage de l'autre bord à Trinité, Jonathan Grougy avait tiré dans le dos de son ami Jonathan Brianto, qui avait alors 26 ans. Jugé en 2 jours au lieu de 3, il écope donc de 14 ans au lieu des 12 requis par le parquet. Pour l'accusé, la peine est lourde, mais il n'entend pas faire appel. Il a 10 jours en tout cas pour se prononcer. C'est une heure plutôt matinale pour faire les boutiques. Vers 4 heures ce matin, des individus ont pénétré dans la bijouterie, la pharmacie et le restaurant chinois du centre commercial Océanis du Robert. Une visite nocturne au butin assez maigre selon les premières estimations. Une enquête en tout cas a été ouverte. Voyez plutôt le reportage de Loïc Régis. Il est environ 4 heures du matin quand l'alarme se déclenche. L'équipe de sécurité arrivée sur le site constate l'intrusion et prévient la gendarmerie. Plusieurs individus ont pénétré dans le centre commercial par une porte dérobée. Une bijouterie est rapidement visitée. Les cambrioleurs emportent quelques objets. Les malfaiteurs partent également avec la caisse d'une pharmacie et d'un restaurant chinois. Selon les premières estimations, le montant du butin est maigre, à peine 1 000 €. Ils ne sont pas rentrés par les entrées principales et ils ont eu accès à l'ensemble de la galerie. Rapidement, on a envoyé plusieurs équipes pour boucler la zone et fouiller et le centre commercial et l'ensemble des bureaux pour voir si les gens n'étaient pas toujours à l'intérieur. Bon, rapidement, on s'est rendu compte qu'ils avaient déjà pris la fuite et on a constaté que 3 commerces avaient été visités et dont on avait volé certains éléments. Voilà. Hors caméra, quelques commerçants nous confient leurs craintes. D'autres, bien que prudents, refusent de céder à la panique. Il faut toujours rester sur nos gardes. Franchement, là maintenant, dans nos jours, toujours des cambriolages, ça, c'est inquiétant, quoi. Un vol avec effraction assez spectaculaire. Les clients du centre commercial sont inquiets. C'est un peu choquant quand même, vu que c'est géant, c'est un problème de sécurité quand même. C'est inquiétant parce qu'on ne sait jamais à quelle heure ça peut se produire. Même en faisant nos courses, on peut nous attraper aussi de même que les autres. Hein. Je n'ai pas l'habitude de voir ce genre, enfin, si, à la télé, dans les films. Mais je n'ai jamais vu ça en réalité. Pour l'heure, on ignore si les malfaiteurs ont bénéficié de complicité interne. Une enquête a été ouverte et aucune piste n'est écartée. On reste au Robert où les odeurs de sargasses sont de plus en plus difficiles à vivre. Hier déjà, le collège Robert III a dû être presque évacué. En cause, les nombreux malaises et étourdissements provoqués par les émanations d'hydrogène sulfuré. Pour tous ceux qui fréquentent l'établissement du quartier Pontaléry, juste en face de la mer, l'air est irrespirable. Aujourd'hui encore, les cours n'ont pas pu être assurés. Loïc Régis. Un établissement désert. Depuis hier, les élèves sont invités à rester chez eux. L'odeur des sargasses est insoutenable. Étourdissement, vomissements, les collégiens souffrent de nombreux troubles. En cette période d'examen de fin d'année pour les 3e, difficile de composer dans ces conditions. Ça nous a très compliqué, très perturbé parce qu'avec l'odeur, on avait des maux de tête, on n'arrivait pas à se concentrer. Dès qu'on arrive au collège,
on a mal à la gorge, des fois on se sent envie de vomir et ça nous rend malade. Et donc du coup, pour rester toute la journée, c'est pratiquement invivable. 200 collégiens se sont rendus à l'infirmerie durant le mois de mai, 60 pour la seule journée d'hier. Le personnel soignant est dépassé, les professeurs également. Ils ont décidé de suspendre leurs cours. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des épreuves de passé par certains, notre présence est effective, mais pour les autres, on a préféré jouer sécurité. Une décision acceptée par le chef d'établissement. Nous fonctionnons dans cet environnement depuis la rentrée de septembre. Et donc ça fait quelques mois effectivement que nous subissons cette agression d'odeur. Il se trouve qu'en ce moment, les organismes sont en saturation et donc aussi bien le personnel que les élèves ont du mal à résister face à ces odeurs nocives. Reprise des cours jeudi 4 juin. En attendant, chaque brise rapporte avec elle ce vent nauséabond. Les algues en décomposition à proximité du collège provoquent la colère de la communauté éducative, mais aussi des riverains. Une rencontre est prévue ce soir entre les habitants et les parents d'élèves. Autre phénomène naturel qui dérange en ce moment, la sécheresse. Et au-delà du manque d'eau, elle est très propice aux incendies. Exemple ce matin avec ce feu de broussailles qui s'est déclaré vers 8h45 à Tocade, près de la rocade de Fort-de-France. Des flammes qui menaçaient un immeuble du quartier. Heureusement, elles ont rapidement été maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Des pompiers qui ont d'ailleurs du pain sur la planche en ce moment. Les feux de broussailles se déclarent un peu partout et à tout instant. Il faut être prêt. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonsoir Jean-Paul Levif. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le chargé de communication du SDIS, le service d'incendie et de secours de la Martinique. Alors, ces feux de broussailles, est-ce qu'ils vous demandent une organisation particulière? Est-ce que vous avez peut-être plus d'hommes mobilisés en période de sécheresse? Alors, ces feux de broussailles, ils sont coutumiers chaque année en période de sécheresse, carême. On sait qu'on aura affaire à des recrudescences de ce type de feux de végétation. Donc, naturellement, nous organisons nos équipes en termes de moyens matériels, donc de camions en l'occurrence, et de personnel pour faire face à ces départs de feu. On sait également les zones à peu près où ils se déclarent habituellement, plutôt la zone nord Caraïbes, et puis également la zone sud. Et justement, dans votre reportage, on voit que sur le centre également, maintenant, nous sommes confrontés à ce type de... C'est surprenant. C'est nouveau. C'est nouveau et on peut y voir peut-être la main de l'homme. Hein. Et puis aussi une sécheresse un petit peu particulière cette année où certaines régions étaient plus arrosées que d'autres. Et là, un petit départ de feu au centre. On a vu également récemment des feux de départ de bambou dans des zones centrales également. Donc c'est un petit peu nouveau. Et quelles sont les consignes que vous voudriez donner à nos téléspectateurs ? Alors c'est toujours des consignes de prudence. Tout d'abord, ne pas jeter dans la nature des mégots de cigarettes ou ne pas allumer de flammes, donc des matières incandescentes. Également, ne pas pratiquer le brûlis pour ce qui se fait dans l'agriculture ou les fours à charbon, ralentir cette activité qui souvent est génératrice de départs de feu. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention? Je pense notamment à... Alors, vous parliez effectivement des cigarettes, vous parliez effectivement des... Est-ce que, quand on voit ce genre de feu, est-ce que ça peut aussi être d'origine criminelle éventuellement? Ce serait difficile à dire. Comment on arrive du coup, à voir la différence dans ces cas-là? Il faudrait faire une enquête que nous ne sommes pas habilités à faire en tant que sapeurs-pompiers, mais nous savons que souvent les départs sont liés à l'activité de l'homme. Par exemple, une voiture qui roule et qui jette, enfin, le conducteur jette une bouteille en verre, par exemple, sur le bas-côté, ce qui malheureusement se fait souvent chez nous, eh bien, peut déclencher un incendie vers midi à cause de la réverbération du soleil. Tout à fait. C'est assez classique sur le Nord Caraïbes notamment. Et le fait que ce soit à proximité des habitations, c'est d'autant plus dangereux, je suppose? Bien entendu, puisqu'il y a des problèmes de propagation aux habitations. Il faut savoir qu'un feu de broussailles génère toujours des incidences graves pour les personnes, pour l'écologie, puisque ça détruit un écosystème, et également pour les biens matériels, les maisons, les habitations. Alors c'est une période de sécheresse qui arrive dans une période délicate pour les pompiers. On a vu certains de vos collègues dans les rues manifester pour un matériel en meilleur état. Où est-ce qu'il en est, ce mouvement ? Eh bien, le mouvement a cessé depuis peu, puisque des accords ont été pris. Je crois qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, le SDIS est en train de rattraper un certain retard dans son équipement, ainsi que dans son organisation. Donc, il faut du temps pour tout mettre en place. Donc, les collègues l'ont compris, et ils restent bien sûr vigilants sur nos équipements, mais en même temps, il faut être patient, sachant que nous sommes dans la bonne voie. Il y a une nouvelle gouvernance depuis maintenant 2-3 ans. Il y a une nouvelle répartition des officiers et des collègues. Donc, aujourd'hui, on va vers une organisation qui est plus performante et qui portera ses fruits dans 2 à 3 ans, à n'en pas douter. Dans le même temps, les services administratifs déménagent dans des locaux flambant neufs. On l'a vu il y a quelques jours. Les pompiers
pompiers de Fort-de-France ont une nouvelle caserne à l'Étang-Abricot. Enfin, de nombreuses casernes sont en construction ou en réfection un peu partout en Martinique. Est-ce qu'il a fallu faire un choix entre les matériels et les locaux, nouveaux locaux ou nouveaux matériels? Il fallait-il choisir? Non, il n'y a pas eu d'arbitrage véritablement. Il a fallu en fait travailler sur tous les fronts. On a bénéficié de subventions importantes de la part de l'État et des collectivités pour les constructions de casernement, mais cela n'a pas empiété sur l'achat des matériels roulants et d'extinction. On a mené vraiment les deux choses de front. Là, aujourd'hui, on est confronté plutôt à une croissance très forte de notre activité et des matériels vieillissants. Donc, il nous faut là aussi bien arbitrer justement dans les choix de ces matériels. Merci beaucoup, Jean-Paul Levif, d'avoir été avec nous. On rappelle quand même aux Martiniquais d'éviter de balancer leurs mégots par la fenêtre, notamment, et puis de faire bien attention à. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 500 incendies de broussailles par an, donc c'est quand même important. Si on peut les réduire par une meilleure précaution, ce serait un avantage. Et on rappelle le numéro d'urgence des pompiers. Le 18. Le 18. Qui fonctionne toujours. Qui fonctionne toujours malgré le déménagement, il faut le préciser. Voilà, c'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on parlera de l'octroi de mer reconduit pour 5 ans hier à l'Assemblée nationale, ce qui ravit les élus ultramarins, vous le verrez. Et puis Berbornil nous emmènera ensuite à la rencontre d'Irlène, la reine de la customisation, qui donne une seconde vie aux vêtements en tout genre. Mais avant, et si nous agissions ensemble pour le climat? C'est ce que propose la DEAL pour la Semaine européenne du développement durable. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a organisé une rencontre avec ses agents des services de l'État aujourd'hui. L'occasion de les sensibiliser, mais aussi de les former aux réflexes éco-responsables afin que chacun respecte davantage la nature qui nous entoure. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Guy Raphaël René. À l'issue de la formation, j'étais assez impressionné de voir que sur un même circuit, la consommation en essence est passée de 6,4 litres au 100 km à 4,8 litres. Donc ça représente quand même une différence assez énorme. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas l'appliquer au quotidien? D'ailleurs, c'était le but de la formation. Et il est vrai que là maintenant, un plein d'essence dure plus longtemps. Je suis conscient de l'impact que ça aura sur nos enfants plus tard, quoi. Et puis, bien entendu, d'ores et déjà un impact sur le portefeuille. Le XXIe siècle, malheureusement, ce sera celui du réchauffement climatique. C'est l'actualité du siècle. Donc le réchauffement climatique, maintenant tout le monde le connaît, il est plus discuté, il est plus discutable. La question est de savoir comment, dans les années, dans les décennies qui viennent, on va pouvoir en limiter les effets et limiter les conséquences. Les actions, elles existent, elles sont simples, elles se mettent en place petit à petit. Il y a des idées, on a vu ce matin des idées de covoiturage, de visioconférence, d'économie d'énergie, de comportement responsable. Donc c'est en fait une série d'actions simples qui sont plus du domaine du réflexe, du domaine du comportement, que du domaine de l'effort. 5 ans de plus pour l'octroi de mer. La prolongation d'une des plus vieilles taxes françaises a été votée hier à l'Assemblée nationale. En attendant que le texte passe en commission, les élus ultramarins sont pour la plupart très satisfaits. Et pour cause, s'il est méconnu, c'est vrai, l'octroi de mer est néanmoins un système essentiel au bon fonctionnement des collectivités ainsi qu'au développement du tissu industriel local. Guillaume Bacoul. Députés de la Martinique ou de la Réunion, de la majorité ou d'opposition, hier, à l'Assemblée nationale, les ultramarins étaient tous unis pour dire l'importance de l'octroi de mer dans le budget communal et régional, dans les budgets communaux régionaux. Maintes fois remanié, actuellement régi par une loi de 2004, il faut dire que la plus vieille taxe de France est absolument vitale pour les collectivités, mais aussi les communes. Chaque année en Martinique, elle permet de générer près de 180 millions de recettes pour les municipalités, 64 millions pour la région. En effet, d'un côté, l'octroi de mer représente une recette tout à fait conséquente parmi les recettes des régions d'outre-mer. On peut dire autour du tiers des recettes, hein, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Puis la deuxième chose, c'est qu'il a été mis en place depuis 2004 un dispositif de protection des industries sensibles, des activités économiques sensibles des régions. Alors pour la Martinique, ce sont toutes les industries de transformation agroalimentaire que nous avons en Martinique. Du côté de l'industrie locale, on devrait donc être satisfait par cette prorogation, même si, suite à un amendement, 7 types de marchandises antillaises exportées vers la Guyane seront désormais taxés. Watts, papier, produits de l'industrie du rhum ou du fer. La liste a longuement été discutée, car à l'origine, la région Guyane souhaitait y inscrire pas moins de 25 éléments. Au final, le compromis semble satisfaire les acteurs de l'industrie martiniquaise. Nous savons que nous avons des départements qui ont un certain nombre d'handicaps.
Et ce sont des handicaps structurels et permanents d'ailleurs, et avec un petit marché, avec des coûts supplémentaires. Il va de soi que nos marchés naturels sont les marchés des départements d'outre-mer. Pour que nous puissions augmenter nos capacités de production, diminuer nos charges et amortir beaucoup mieux nos investissements, il nous faut obligatoirement ces marchés de la Guadeloupe, de la Guyane et inversement. Donc la Guyane était tout à fait consciente que sortir du marché était pour elle pas possible, mais qu'il fallait à la marge trouver certaines positions qui permettaient, selon eux, de pouvoir favoriser le développement d'une industrie endogène. Autre nouveauté, la création d'une commission pour la mise en œuvre de l'octroi de mer qui réunira services de l'État et les présidents des 3 régions, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le texte de loi encadrant le nouvel octroi de mer doit encore passer en commission avant d'être définitivement adopté, cette fois-ci jusqu'en 2020. Toujours au chapitre économie, les chiffres de l'emploi du mois d'avril ont été publiés hier. Pour les catégories A, B et C confondues, on compte 53 144 personnes inscrites à Pôle emploi. Un chiffre stable par rapport au mois précédent, c'est 0,1% de moins que l'an dernier à la même période. En revanche, c'est 1% de plus que l'ensemble du territoire français. Nous sommes mardi. Ce soir, retrouvez Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Maïki Rask pour Regard sur l'actu politique. Ils reçoivent Jean-Philippe Nilor, l'occasion de revenir notamment sur ses rapports avec Bruno Nestor Azero. Extrait. Alors la question évidente, c'est est-ce que vous avez encore espoir que Bruno Nestor Azero figure sur la liste d'Alfred Marie-Jeanne? Bruno Nestor Azero a dit clairement quelle était sa position. Donc je ne peux pas nourrir d'espoir là où il n'y en a pas. Mais vous savez, en politique, j'ai appris que rien n'est jamais définitif. Et on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas la configuration qui est retenue. Donc on ne s'oriente pas vers ça. Et s'il rejoignait le camp de Serge Letchimy, ça vous fera mal? Je serais extrêmement déçu. Voilà, la suite, ce sera donc à 20h dans Regard sur l'actu politique avec, vous l'avez vu, Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Maïki Rask. Parlons culture à présent avec un artiste qui touche à tout, peinture, vidéo, livre. René Louise ne recule devant aucune matière pour diffuser sa réflexion artistique. Une réflexion qui s'inspire de nombreuses civilisations, égyptiennes, mayas ou amérindiennes. De quoi produire un travail riche en symboles et en couleurs qu'il exposera dès demain pendant 3 jours à l'Office de la culture du Robert sous le nom Le Maronisme moderne, le cœur des esclaves. 3 jours d'échange qu'il prépare dans son atelier. C'est là qu'est allé le retrouver Guy Raphaël René. Diplômé des Beaux-Arts, René Louise est peintre, plasticien, chercheur, écrivain. Un artiste pluridisciplinaire qui n'hésite pas à s'aventurer dans des univers inconnus. Toujours à la recherche du beau, à la recherche de nouvelles techniques pour m'exprimer. Je m'intéresse à la science, à la chimie, à la physique, à la philosophie, à l'ésotérisme. Je suis un être curieux, quoi. Un artiste pas comme les autres qui a adopté la forme circulaire pour ses tableaux. Un style reconnu à l'international. Le cercle, c'est la synthèse des formes. Dans le cercle, nous avons le triangle, le carré, le rectangle. Et comme je travaille beaucoup avec le nombre d'or, la géométrie secrète, cette forme me permet effectivement d'aller jusqu'au bout d'une quête esthétique avec une alchimie de formes, de couleurs, de mathématiques et de géométrie. Ses œuvres figurent dans les grandes revues de renommée mondiale aux côtés de celles de Picasso et bien d'autres. Fort de son art et de son expérience, l'artiste s'apprête à se dévoiler sous un autre jour lors d'une exposition particulière. À l'ouverture de chaque exposition, je fais un pèlerinage poétique et spirituel et une performance. Et cette fois-ci, effectivement, le pèlerinage au Robert, ça sera un grand moment pour moi de ma vie spirituelle, avec des amis du Robert qui participent. Il y a un groupe de musique lyrique, il y a un groupe aussi, une association qui va nous rejoindre avec ses flambeaux. Et cette exposition est dédiée à mes ancêtres esclaves. Le vernissage aura lieu ce mercredi à l'Office de la culture du Robert. L'exposition sera maintenue jusqu'au 9 juin. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes.
Le JT des communes qui commence au Carbet, où voilà plusieurs semaines que les réserves en eau décroissent. Et les premiers touchés, ce sont les animaux. Au quartier Boubois, voilà 4 jours qu'un agriculteur est privé d'eau sur son terrain. Et c'est peut-être la cause de la mort de l'un de ses chevaux. Une tragédie pour cet exploitant agricole, également instructeur d'équitation. Aujourd'hui, il se démène pour abreuver ses bêtes restantes. Louis Sabas l'a rencontré. Depuis plusieurs jours, c'est la galère pour cet instructeur d'équitation. Il doit aller chercher de l'eau pour ses chevaux à un peu moins d'1 kilomètre dans des toilettes publiques. Et on est obligé de faire ça 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, de façon à ce que les chevaux puissent boire régulièrement et que nous, on puisse faire des réserves d'eau pour la vaisselle, se laver et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est quand même une petite corvée, quand même relativement contraignante. Contraignante, mais il n'a guère de choix. Voilà 4 jours que son exploitation n'est plus alimentée en eau et il faut préserver la santé des 2 autres chevaux présents dans l'écurie. Ça fait 4 jours qu'on est obligé d'aller chercher 40 litres d'eau, 60 litres d'eau par cheval tous les jours pour qu'ils ne souffrent pas de déshydratation. On ne peut pas nettoyer les box correctement parce qu'on n'a pas l'eau nécessaire, il n'y a pas d'eau au tuyau, on n'a que des bidons, on ne peut pas faire l'entretien, l'hygiène comme on voudrait le faire, quoi. Donc les chevaux en pâtissent aussi, les chevaux en souffrent. Le manque d'eau, la chaleur, le changement d'habitude, des situations qui génèrent du stress chez les bêtes. Ce qui a peut-être causé la mort d'une jument ce week-end. Donc la jument, donc Morgane, se trouvait là. Et donc elle est morte ici, donc dimanche aux alentours de 13h. Elle avait 28 ans. Et je pense qu'elle était fatiguée certainement. Donc avec la période de sécheresse que nous avons eue et ce manque d'eau, je pense que c'est un élément qui a terminé sa longue vie quand même. Selon la Société martiniquaise des eaux, ces perturbations seraient plus importantes dans le nord que dans le sud, notamment dans les régions de Saint-Pierre et Font-Saint-Denis. Pour satisfaire la clientèle, les distributeurs d'eau travaillent de concert. Nous avons engagé une concertation 24 heures sur 24 entre les différents distributeurs d'eau. Entre Odyssey, SMDS et SME, nous partageons nos informations, d'une part, et nous partageons également, si besoin, nos ressources. En fonction, effectivement, des difficultés, nous pilotons et régulons les réservoirs. Une onde tropicale est annoncée ce jeudi. Des pluies très attendues qui devraient faire un grand bien aux ressources en eau de la Martinique. Et un peu plus au nord, direction Saint-Pierre, où les salariés de la maison d'accueil spécialisée affiliée à la CGTM Santé comptent déjà plus de 2 semaines de grève, un mouvement pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque d'effectifs. Ils réclament également la titularisation et la formation de leurs équipes. Depuis le 18 mai dernier, aucun accord n'a pu être trouvé avec la direction. Une situation tendue pour les salariés, mais également pour la 50aine de patients qui fréquentent cet établissement dépendant de l'hôpital de Colson. Écoutez les précisions de la représentante du personnel de la MAS de Saint-Pierre. Elle répond à Louis Sabas. Parce que c'est vraiment inadmissible, cher monsieur, que nous soyons 2 à nous occuper de 50 résidents. Des résidents autistes, des résidents déficience mentale très élevée et des schizophrènes. Nous sommes autant en danger qu'eux le sont aussi. Nous gardons quand même un effectif, j'appellerais même pas ça un effectif réduit, parce que nous sommes en grève, nous sommes déjà en effectif réduit. Donc je pense que la direction, comme nous sommes déjà en effectif réduit et que nous occupons des résidents, parce qu'on ne peut pas non plus les laisser pour compte, on ne peut pas les laisser et livrer à eux-mêmes. Donc ils pensent que comme on s'occupe d'eux, donc notre petite grève c'est peut-être de la gnognotte pour eux. Mais ça va se renforcer, il faut qu'ils sachent que ça va se renforcer. Fais ta promesse, c'est le nom de la campagne de l'établissement français du sang. Pour l'occasion, plusieurs collectes ont été organisées dans différentes entreprises. Aujourd'hui, près de 80 salariés d'AutoGM se sont prêtés au jeu. Une manifestation parrainée par le champion automobile Simon Jean-Joseph. De quoi motiver les troupes et l'EFS en a bien besoin, car une consommation de produits sanguins ne cesse d'augmenter dans le département et une collecte qui ne décolle pas. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Je crois que d'abord c'est une démarche citoyenne de ma part et en plus défendre une cause comme celle-ci, je crois qu'on est tous concernés et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de soutenir cette action. On s'est rendu compte que lors des collectes de sang organisées par l'EFS au niveau de la Galeria, de nombreux membres du personnel n'ont pas eu la possibilité de s'y rendre pour un manque de temps simplement, même si c'est pas très loin. Et donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'organiser cette collecte sur place. Et c'est à l'initiative de membres du personnel d'ailleurs, donc je tiens à souligner, à remercier. Et donc je trouve que c'est une bonne initiative qu'il faut accompagner. Une première information qui a été faite auprès des
des collaborateurs. Il y a une personne également de l'EFS qui est venue donner quelques explications sur ce qui allait se passer. Une note interne aussi qui a été diffusée. Et en tout, il y a 78 personnes qui se sont engagées à venir donner leur sang. Et si, comme ces 78 personnes et comme Simon Jean-Joseph, vous voulez donner votre sang, notez que le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galeria demain de 9h à 13h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine ce journal avec un petit tour au diamant dans l'atelier d'Irlène. Installé au-dessus du musée du Père David, Irlène Ribier est la reine de la customisation. D'un vieux jean, elle fait un sac à main, tout un art recyclé qu'elle partage chaque semaine. Hubert Bornil et Michelet François sont allés prendre un cours de personnalisation. Regardez. Très bien. Il va tout droit. Bon, voilà, c'est tout les lèvres. Voilà, mais j'ai eu droit à faire un bout d'essai sur la machine d'Irlène Ribier. Avec Irlène, rien ne se perd, tout se récupère. C'est une jeune dame qui réalise des choses très originales à partir d'objets de récupération, on va dire tout simplement. Tout ce qui est bon à jeter est bon à conserver. Et j'ai gardé ce principe-là. Je ne jette rien. Dans l'univers d'Irlène, c'est une autre vision de la réalité qui est avancée. Ainsi, une cravate, un vieux jean ou une chute de tissu qui aura servi pour une robe peut vite se transformer en objet pour la déco ou l'habillage. C'est un sac à partir d'une petite salopette en jean qui peut servir très bien pour les écoliers, on peut l'ouvrir. Et je suis très très attentive aux finitions. Parce qu'un travail que je fais est aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. La diamantinoise semble posséder le secret de pouvoir donner une seconde vie à de vieux vêtements. Le résultat est non seulement surprenant, il provoque de l'admiration. C'est de la récup, c'est de la récupération de petits coupons de tissu. Je travaille aussi beaucoup le wax, qui est très à la mode. C'est un tissu africain qui est très à la mode. Donc les idées me viennent comme ça, je fais avec des nœuds marins. De retour au pays natal après plusieurs années passées à Auxerre pour le travail, la retraitée s'adonne désormais à cette activité. 2 fois par mois, l'atelier d'Irlène s'ouvre à tous ceux, toutes celles qui veulent suivre l'exemple. Je fais un petit peu de couture. Je ne suis pas une couturière, mais je me défends dans la couture. Donc ça m'intéresse. Transformer un chemisier d'homme en corsage de femme, je trouve ça sensationnel. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde, où c'est la crise pour tout le monde, je trouve qu'en fait, je ne trouve même pas les mots. Aidé par le CCAS pour faire connaître son savoir, le plus grand rêve d'Irlène est de posséder son propre atelier. Et voilà le dos de la robe. Eh bien, j'espère que je vais pouvoir la porter. Voilà une cravate peinte à la main qui vient de Thaïlande. Voilà ce que je retiens du travail d'Irlène Ribier, c'est original et puis voilà. Dommage, hein, j'ai perdu une belle cravate là. Allez la voir quand même. Hubert, Fashion Victime. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.